Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360, largement consacrée à cette crise politique inédite pour le gouvernement. Voici les titres. Les partis politiques reçus à Matignon, Édouard Philippe multiplie les consultations 48 heures après les violences sans précédent qui ont eu lieu en plein Paris. Le Premier ministre recevra aussi demain des représentants des Gilets jaunes. On retrouvera Jérôme Rabier sur place dans un instant. Comment désamorcer la crise? Le Sénat propose un moratoire sur la hausse de la taxe sur les carburants. Pour Gérard Larcher, le gouvernement n'a pas le droit à un troisième samedi noir. La commission des lois entendra demain Christophe Castaner et Laurent Nunez. Le détail dans cette édition. Emmanuel Macron sommet de trouver des solutions. Le chef de l'État doit faire face à une crise de la représentation. Sous pression, il concentre les critiques, celles d'un président mutique et déconnecté du terrain. Analyse et décryptage à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette édition, le hashtag Sénat 360 pour m'accompagner cet après-midi. Pour les réactions au Sénat, on retrouvera Tamtra Nui et pour les réactions dans l'hémicycle, Alexandre Poussard. Alors comment répondre à cette crise politique majeure? Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe de recevoir en urgence tous les représentants des partis politiques, mais aussi des Gilets jaunes. 2 journées de consultation avant l'annonce de nouvelles mesures. Elles seront suivies d'un débat à l'Assemblée nationale mercredi et au Sénat jeudi. Samia Dechir. C'est un mouvement qui leur échappe, mais les représentants des partis politiques sont reçus avant les Gilets jaunes à Matignon. Tour à tour, le Premier ministre les consulte depuis ce matin en espérant trouver une sortie de crise. Pour l'opposition, elle ne peut passer que par l'annonce de mesures concrètes très rapidement. Nous avons eu un gouvernement pendant 18 mois qui a été finalement une sorte de pyromane fiscale à l'égard des Français les plus modestes. Comment aujourd'hui il arrive à éteindre l'incendie et comment surtout il reconstruit. La droite ne dit pas autre chose et appelle Emmanuel Macron à sortir de son silence. Depuis les manifestations de samedi, le président de la République ne s'est pas encore exprimé. Le pouvoir n'est pas ici. Le pouvoir est le lieu de la décision. Il est à l'Élysée. Il faut donc qu'Emmanuel Macron prenne la parole, qu'il s'adresse aux Français et qu'il dise aux Français ce qu'il compte entreprendre dans les jours suivants pour que la France puisse s'apaiser. Même demande chez les centristes, reçue peu après les Républicains. Mais pour l'heure, aucune prise de parole présidentielle n'est prévue. Demain encore, c'est Édouard Philippe qui sera en première ligne pour recevoir les représentants des Gilets jaunes. Et justement, on prend la direction de Matignon où nous attend Jérôme Rabier. Bonsoir Jérôme, on a vu les différents représentants des partis politiques mais aussi des parlementaires qui ont été reçus par Édouard Philippe. Vous avez pu les rencontrer à l'issue de leur entretien. Que vous ont-ils dit ? Édouard Philippe poursuit sa journée marathon, vous l'avez dit, il consulte l'ensemble des forces politiques du pays depuis ce matin 8h30 et jusqu'à ce soir 22h30, une vingtaine d'entretiens au total. Actuellement, c'est Franck Riester et le sénateur Claude Malhuret qui viennent d'entrer. Ils représentent la droite constructive, Agir, et au Sénat, le groupe Les Indépendants. Et depuis ce matin, la quasi-totalité des intervenants, ceux avec qui on a pu discuter, ils réclament un geste rapide au gouvernement, notamment l'abandon de la hausse des taxes sur le carburant. Et là, en tout début d'après-midi, c'est Marine Le Pen qui a été pendant une demi-heure dans le bureau du Premier ministre et elle a posé un quasi-ultimatum au gouvernement. On l'écoute. Il m'a répondu qu'il avait entendu notre propos, qu'il nous remerciait de notre franchise. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il nous donne des solutions immédiatement, mais encore une fois, j'insiste, je lui ai indiqué que la stratégie de confrontation choisie par Emmanuel Macron pouvait avoir des conséquences dramatiques. Et si Emmanuel Macron ne voulait pas être le premier président depuis un demi-siècle à faire tirer sur les Français, il fallait que les solutions soient importantes, audibles et, si je puis me permettre, immédiates. Et le Parti socialiste a lui remis un ensemble de propositions pour sortir de la crise politique, alors que Laurent Wauquiez, pour les Républicains, a réclamé un référendum sur la fiscalité
écologique. À l'issue de cette journée, le Premier ministre il aura sur son bureau l'ensemble des propositions de la classe politique du pays, mais pas question pour l'instant d'importer une réponse rapide. Édouard Philippe il doit encore recevoir demain les Gilets jaunes, une délégation des Gilets jaunes ouverte au dialogue avant un débat dans les deux assemblées mercredi à l'Assemblée nationale, jeudi au Sénat. Et alors que tous les intervenants lui ont réclamé une réponse rapide, rien n'indique pour l'instant que le gouvernement souhaite faire un geste rapidement. Merci à vous Jérôme et on vous retrouve tout au long de cette édition. Et on commence les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranui, avec le président du groupe LR, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, vous avez été reçu par Édouard Philippe. Ce matin, vous lui aviez répété que vous vouliez un moratoire sur la hausse des taxes au mois de janvier. Est-ce que vous avez senti le Premier ministre plus à l'écoute? Est-ce que vous avez l'impression que cette possibilité est aujourd'hui réellement sur la table? Je pense qu'elle est sur la table. Je n'ai rien ressenti d'un Premier ministre qui était peut-être à l'écoute, qui notait, mais qui n'a pas laissé entrevoir quelles étaient pour eux l'issue de la solution. Simplement, ce que j'ai voulu répéter et rappeler, c'est qu'en droit parlementaire, il n'y a plus de hausse de taxes depuis que le Sénat les a annulées. Ça voudrait dire que le gouvernement devrait, la semaine prochaine, déposer un amendement et faire voter sa majorité pour rétablir la hausse des taxes. Je pense que c'est... Actuellement, il n'y a pas de hausse des taxes. Je pense que le Sénat, pour l'instant... C'est la version du Sénat qui est la petite loi et je pense que le gouvernement ne pourra pas ne pas adopter notre position. C'est clair et net. Vous avertissez sur le fait que ça serait pour le gouvernement un risque majeur que de réintroduire cette hausse de taxes à l'Assemblée nationale. Bien sûr, ce serait l'explosion de sa propre majorité. Et ce serait l'explosion dans nos territoires pour les Français, évidemment, puisque, rappelez-vous, à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et du mécontentement des Français en général, il y a le ras-le-bol fiscal. On répond au ras-le-bol fiscal par une annulation de la hausse des taxes. C'est ce que nous avons fait ici au Sénat. Vous le dites effectivement, le mouvement des Gilets jaunes va largement au-delà de la question de la hausse des taxes. On a aussi entendu des mesures, certains veulent le retour de l'ISF, mais ça va même jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale, la suppression du Sénat. On voit que la crise, elle est à tous les niveaux et elle est multifactorielle. Elle est à tous les niveaux parce que le gouvernement s'est enferré dans sa tour d'ivoire. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé depuis qu'il est revenu de Buenos Aires hier. Donc il faut qu'il s'exprime parce que, vous savez, nous avons été reçus par le Premier ministre, mais le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir, il est à l'Élysée. Le patron, c'est pas Édouard Philippe. Le patron, c'est Emmanuel Macron. Et c'est Emmanuel Macron qui doit prendre ses décisions et qui doit les annoncer très clairement. Mais à force de trop attendre, je crains que, justement, le dialogue ne s'ouvre qu'à un prix beaucoup, beaucoup plus élevé que la simple annulation de la hausse de taxes. Est-ce qu'il y a une unité de la réponse que la droite veut apporter à cette crise aujourd'hui? Par exemple, la proposition de référendum de Laurent Wauquiez, eh bien, elle est partagée? En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que pour ce qui concerne l'annulation des taxes, ça va au-delà même de notre propre famille politique, parce que de gauche à droite, on a tous la même proposition. Pour ce qui concerne le référendum, je pense qu'on a cette proposition. Je pense qu'à l'avenir, de toute façon, notre démocratie représentative devra être complétée par une démocratie beaucoup plus directe. Et l'exemple de référendum, et quand on est gaulliste et issu du mouvement gaulliste, on ne peut pas désavouer un référendum. Je pense qu'il faudra être capable, dans l'avenir, d'organiser des référendums sur les grands choix qu'on soumet aux Français directement. Un mot, enfin, Bruno Retailleau, sur cette radicalisation que l'on observe chez les Gilets jaunes, d'une part, et puis cette violence que l'on a vue ce week-end. On a vu combien c'était difficile pour les forces de l'ordre de répondre à cette violence qui prenait la forme à Paris, notamment d'une véritable guérilla urbaine. Vous savez, cette violence, moi je l'ai vue naître à Nantes avec les zadistes il y a 3 ans. Je l'ai dénoncé très régulièrement. J'ai dit d'ailleurs à Édouard Philippe que le gouvernement Emmanuel Macron a donné raison aux zadistes contre la démocratie, contre les décisions de justice, contre les élus. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'un certain nombre de ces gens-là veulent proférer une haine anti-flic et la haine de la République. J'ai souhaité lui indiquer qu'au Sénat, nous avions voté une proposition de loi anti-Black Blocs, en tout cas pour faire en sorte que lorsqu'il y a une manifestation violente, le fait de se masquer le visage puisse être non plus une infraction, mais un vrai délit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il faut casser les casseurs. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et autre réaction, celle d'Hervé Marseille, le président du groupe centriste au Sénat. Il était au micro de Samia Dechir. Écoutez. Il faut
des mesures sociales. On l'avait déjà dit au Congrès au mois de juillet, à cette époque où l'essentiel des mesures annoncées était surtout technique. Il faut donner un peu de chair, un peu d'humain dans tout ça, faire un peu plus de TVA sur les produits de luxe par exemple et un peu moins de CSG sur les personnes âgées pour leur retraite. On peut aller comme ça vers des mesures qui sont symboliques. Je crois qu'il faut aussi pouvoir déclencher dans l'opinion avec des symboles quelque chose qui permette de dialoguer et d'apaiser la société. Et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard. Les débats se poursuivent aujourd'hui en séance sur l'examen du projet de loi de finances. Et ce qu'on peut dire, Alexandre, c'est que ces débats ont été perturbés ce matin par ce week-end très mouvementé pour l'exécutif. Écoutez Delphine, les sénateurs ont débattu ce matin du budget de l'outre-mer et certains ont fait référence naturellement aux violences à La Réunion en marge des manifestations des Gilets jaunes, des manifestations qui sont motivées par la lutte contre la vie chère à La Réunion. Et avant ce débat sur l'outre-mer, il y a eu une intervention sur les manifestations de ce week-end et c'est Éliane Assassi, la présidente des sénateurs communistes, qui a pris la parole pour finalement critiquer les grandes lignes du budget 2019 qui selon elle ne favorise pas le pouvoir d'achat et donc à l'origine de cette colère sociale. Écoutez-la. Ici au Sénat, ne soyons pas complices des choix du président de la République et de son gouvernement. Nous sommes des parlementaires, nous sommes la représentation nationale dont se méfient aujourd'hui nos concitoyennes et nos concitoyens qui placent maintenant les enjeux démocratiques au cœur de leurs revendications. Envoyons un signal à celles et ceux qui souffrent dans notre pays. Chers collègues, notre pays traverse une crise sociale et institutionnelle et nous sommes là à voter des mesures qui vont impacter la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens et l'aggraver. Ils n'en veulent pas. Refusons de continuer à débattre d'un budget qui n'apporte pas de réponse concrète à la colère citoyenne, mais qui, à l'inverse, va accroître les souffrances humaines. Éliane Assassi qui a donc demandé l'interruption des débats, mais également elle a demandé au président du Sénat, Gérard Larcher, de réunir la conférence des présidents, c'est-à-dire les présidents de tous les groupes politiques du Sénat et de toutes les commissions, pour adresser un message fort au Premier ministre. Merci à vous Alexandre. Et le Sénat, vous venez d'en parler, propose d'ailleurs comme mesure urgente pour sortir de la crise la suppression de la hausse de la taxe sur le carburant. La Haute Assemblée l'a déjà fait voter en séance à l'occasion du projet de loi de finances. Quentin Calmi. En navigation, garder le cap, c'est aussi avoir l'intelligence des situations. Ce week-end, le président du Sénat est monté au créneau dans le dossier des Gilets jaunes, avec au passage des critiques sur la gestion de cette crise par l'exécutif, et ce notamment en matière de maintien de l'ordre public. Est-ce qu'il n'était pas envisageable de considérer les Champs-Élysées autre chose comme une fan zone pour finale de Coupe du Monde, en fouillant les sacs? Est-ce qu'on ne doit pas organiser des manifestations dans des lieux sécurisables? Et puis, s'attaquer à un symbole qui avait résisté même à mai 68, même à mai 68, au cœur de la République. Cette tombe du soldat inconnu que nous honorions avec 80 chefs d'État et de gouvernement il y a 3 semaines, eh bien, je dois vous le dire, Christophe Castaner devra répondre devant la représentation nationale et dès mardi au Sénat. Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez seront donc auditionnés demain par la commission des lois du Sénat. Ils sont sommés de s'expliquer sur les moyens mis en place pour faire face aux manifestations des dernières semaines. Un week-end où ces manifestations étaient présentes dans l'esprit de tous au Parlement, où se tenaient les débats sur le budget. Les sénateurs qui sont revenus en séance sur les images de dégradation de Paris. Et je pense que nous serions bien inspirés ici au Sénat d'avoir très rapidement un débat pour pouvoir discuter de ce sujet qui est extrêmement dangereux, extrêmement anxiogène. Personne n'a intérêt à surfer sur une vague de populisme. Je pense qu'on a tous intérêt à trouver des solutions et je pense que le Sénat serait l'endroit où l'on pourrait trouver des solutions pour calmer ce mouvement qui n'a pas de direction. Des sénateurs qui ont profité de la tribune pour presser le gouvernement de changer de cap dans l'urgence. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jacqueline Eustache-Brinio, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise. Également avec nous, Patrick Kanner. Bonsoir. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Vous avez été reçu ce matin par Édouard Philippe. Vous allez nous dire ce que vous a dit le Premier ministre dans un instant. François Patria est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe La République En Marche ici au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Et puis j'accueille enfin Pierre Ouzoulias. Merci d'avoir
d'avoir répondu à notre invitation. Sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Première question pour vous, François Patriat, puisqu'on a vu que malgré les propositions de l'exécutif pour apaiser cette colère des Gilets jaunes, la crise a atteint un véritable paroxysme ce week-end avec des violences inédites à Paris. Quelle lecture faites-vous de la situation? Est-ce que le gouvernement a manqué d'anticipation? Non, je devais faire aujourd'hui procès au chef de l'État, au gouvernement. La situation, c'est profondément antidémocratique. Moi, je souhaite qu'on se place. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui est à défendre aujourd'hui, c'est l'État. C'est l'État qui est à défendre. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui s'inscrivent dans la légitimité républicaine, qui discutent, qui dialoguent, qui n'attisent pas les braises chaque jour, qui ne vont pas relancer les gilets jaunes sur le territoire, soi-disant pour les écouter, mais qui leur donnent raison. Il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi regarder et voir. Et moi, je pense qu'entre la cécité et la surdité, moi, je préfère la vue à l'entente. J'entends ce que disent les gilets jaunes. J'écoute ce que disent les gilets jaunes. Mais par ailleurs, je vois ce qui va se passer ensuite. Son gouvernement a été élu sur une politique, sur un programme qu'il entend appliquer pour réparer le pays. Ceux qui pensent aujourd'hui qu'on peut faire marche arrière au gouvernement en espérant retomber dans les ornières du passé se trompent aujourd'hui. Et je pense que tomber dans le camp de ceux qui ne jouent pas le jeu de la démocratie, mais qui jouent le jeu du pourrissement, en espérant recorter les fruits demain, ce n'est pas une attitude digne et démocratique. On attend des paroles fermes du chef de l'État. On attend aussi des propositions pour calmer cette colère, puisque c'est difficile aussi de voir parmi ces gilets jaunes leurs revendications. On voit que c'est quand même une crise aux racines très profondes. Je pense que le gouvernement est en mesure d'apporter des signes d'apaisement. Et il le fera, sans doute. Il le fera prochainement, bien entendu. Mais de là à souhaiter des moratoires, revenir en arrière, remettre en cause la ligne politique, c'est retomber dans des quinquennats inutiles qu'on a connus, mais que j'ai soutenus par ailleurs. Il ne faut pas changer de cap, Patrick Kanner. Ce serait une erreur de la part de l'exécutif de ne pas renoncer justement à cette hausse de la taxe sur les carburants, par exemple. Je pense que M. Patriat va avoir une petite surprise mercredi et jeudi, puisque je parie, mon cher collègue, que le moratoire sera prononcé. Et vous direz hurrah, et vous direz bravo. Je ne dirai pas hurrah, je dirai enfin... Victoire. Vous direz victoire. Si vous me permettez. Enfin... Quand vous me faites siffler dans les villes, enfin le Sénat va pouvoir entendre une parole juste en direction des Français et l'Assemblée nationale la veille. Réparer le pays, je reprends votre expression. Je n'oublie pas quand même que vous avez été un soutien de l'ancien gouvernement. Je l'ai dit. Donc ne soyez pas amnésique sur le plateau de Public Sénat. Moi, j'ai été reçu par le Premier ministre ce matin avec Valérie Rabault, Olivier Faure. J'étais contre la suppression de l'écotaxe. Donc je tiens à vous dire... Vous me laissez parler, M. Patriat ? Allez-y, Patrick Kanner. Je tiens à vous dire que j'ai trouvé un climat crépusculaire à Matignon. Un Premier ministre fatigué, là, peut-être, morose même, en termes d'ambiance, accompagné de M. Marc Fesneau, nous demandant qu'est-ce qu'il faut faire quasiment pour sortir de cette crise. Un élément démocratique, de faire confiance, enfin, peut-être à l'analyse des partis politiques, y compris d'opposition, opposition-construction. Mais les propositions elles-mêmes du Premier ministre étaient relativement restreintes. Qu'est-ce que nous avons entendu ? Un accord sur notre proposition de venir devant la représentation nationale, c'est très bien. Article 50, alinéa 1 de la Constitution. Des mesures sociales qui doivent être prises parce que la réponse policière ne suffira pas. Et on l'a bien vu malheureusement à Paris samedi dernier. Et donc la volonté d'ouvrir enfin à un dialogue. J'espère que ce n'est pas trop tard. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce n'est pas que la taxe qui est en jeu, c'est le pouvoir d'achat global. Et c'est même plus que ça, c'est la place de nos concitoyens modestes, retraités, ceux qui sont sans voix et qui veulent aujourd'hui avoir une place dans une société et pouvoir se mettre en perspective. Et aujourd'hui, ce gouvernement, à force d'incompréhension, d'improvisation, parfois même d'incompétence, eh bien, peut inquiéter sur un tel projet politique. Donc nous verrons bien quelle sera la déclaration. J'aurai l'occasion de m'exprimer, comme M. Patriat d'ailleurs, et d'autres jeudi devant le Sénat. Jacqueline Eustache-Brinio, on voit que c'est un mouvement effectivement difficile à saisir. Quelle doit être la réponse de l'exécutif ? Alors, les propos de mon collègue, M. Patriat, ne me rassurent pas. Parce que penser que nous aurions les uns et les autres intérêt à susciter ce qui se passe dans le pays,
Je pense que les élus sont des gens responsables, qui sont de droite ou de gauche, et qui n'ont aucun intérêt à susciter ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. D'ailleurs, ils n'ont pas eu besoin d'élus, les gens qui se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés tout seuls. Donc ils n'ont pas eu besoin d'élus. Aujourd'hui, on est dans une situation que, en tout cas, ma génération n'a jamais connu ce qui se passe. Donc dire qu'on continue malgré tout, sans entendre, sans écouter, là, effectivement, nous allons vers une situation politique extrêmement grave. Donc, on ne peut pas faire comme s'il ne s'était pas passé quelque chose depuis 3 semaines. Le problème, c'est qu'il y a le fond et la forme. Personne ne conteste qu'il faut faire des réformes. Personne ne conteste qu'il faut. Sauf que les méthodes employées depuis 1 an et demi sont au bout de ce qu'il est possible de faire. D'abord, quand on se prive de tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, il ne faut pas s'étonner que cette verticalité fait qu'il n'y a pas de fusible, donc évidemment. Et puis, je suis désolée, on ne peut pas ne pas entendre ce qui se dit. On ne peut pas ne pas entendre. Donc aujourd'hui, si déjà le président avait entendu, on n'en serait pas là. Parce que toutes les postures et les positions qui ont été prises depuis 3 semaines n'ont fait que arc-bouter les choses. C'est-à-dire qu'on est parti la hausse des carburants et aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Mais parce que quand on n'écoute pas un minimum de revendications qui sont réelles, eh bien aujourd'hui, on part d'une espèce de chaos, parce que c'est quand même un peu ce qu'on a vécu à Paris, qui fait que le président dit « il y a un cap, j'en bougerai pas », mais s'il bouge pas là, c'est irresponsable aujourd'hui. Et parfois, tous les élus ont vécu ça dans leur vie politique. Nous sommes obligés de reculer parce qu'il faut un temps pour discuter, pour poser les choses et pour avancer ensemble. Aujourd'hui, je suis désolée, nous avons une situation à sauver pour ce pays parce qu'autrement, si nous n'arrivons pas cette semaine à proposer des choses... Aujourd'hui, le Sénat a voté cette suppression. On l'a dit, et ça a été rappelé, c'est la petite loi. Et en plus, je finis, si jamais à l'Assemblée, on réinscrivait cette hausse, c'est dramatique ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, dire on continue, on n'entend pas et on ne veut rien bouger, honnêtement, c'est irresponsable. Pierre Ouzoulias, quelle est votre lecture? On voit qu'il y a ce mouvement des Gilets jaunes avec cette radicalisation. Les lycéens, à leur tour, se mobilisent. Les étudiants aussi, les étudiants, une nouvelle source d'inquiétude. Et à la fois, François Patriat nous dit que le gouvernement ne changera pas de cap. Alors, je n'ai pas dit qu'il ne changerait pas. J'ai dit que je souhaitais qu'on garde le cap. C'est pas dit. Le gouvernement prendra des mesures. J'ai dit qu'il y aura des mesures d'apaisement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En attendant ces mesures d'apaisement. Écoutez, moi je suis comme vous toutes et vous tous autour de cette table, catastrophé par l'état du pays. Il y a en effet une forme de chaos social, qui est malheureusement la conséquence directe des politiques libérales qui sont menées depuis 20 ans et qui ont fortement déstructuré toutes les sociétés françaises, celles des villes et celles de la campagne. Et aujourd'hui, ceux qui manifestent, qui se révoltent, parce qu'il s'agit d'une révolte, regardez bien de qui il s'agit. Ce n'est pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ça fait longtemps qu'ils ont arrêté de protester, de manifester. Ce sont les classes moyennes qui sentent aujourd'hui la perspective d'un déclassement majeur qui peut les faire verser dans ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le lumpenprolétariat, un prolétariat qui perd tous ses repères. Et c'est un dernier cri de désespoir et d'espoir à l'affaire qui crie. Et si le gouvernement ne l'entend pas, je ne sais pas où on va. Il y a en effet un risque majeur. Et ce qu'il demande, c'est un changement de politique. Donc si le gouvernement n'apporte pas de changement de politique, il ne répondra pas à cette révolte. Alors avant de poursuivre ce débat, François Patriat, je vous propose de voir justement toutes les propositions de l'opposition pour sortir de cette crise avec Aurélien Romano. Alors on va voir tout de suite effectivement les propositions de l'opposition. Ça va bien d'élections anticipées à la dissolution en passant par un référendum ou encore, c'est votre proposition Patrick Caner, la réinstauration entre autres de l'ISF. C'est un sujet d'Aurélien Romano. D'accord, on va le dire. Alors François Patriat, je viens d'évoquer toutes ces propositions de l'opposition. Qu'en pensez-vous ? D'abord, je voudrais répondre un petit peu à des formes de cynisme que j'entends. Monsieur Caner, vous étiez au gouvernement il y a 18 mois. Oui, j'en suis fier. Oui. Et à ce moment-là, vous ne parliez jamais de pouvoir d'achat.
Vous ne saviez pas qu'il y avait des pauvres en France. Vous ne savez pas qu'il y avait de la paupérisation. Vous vous moquez de qui, M. Patria? Je vous ai entendu. Je vous ai entendu. La prime d'activité, c'est qui? La garantie jeune, c'est qui, M. Patria? Attendez, mais soyez pas amnésique. Pourquoi aujourd'hui, après autant de renoncements et de zigzags pendant 5 ans, que j'ai par loyauté effectivement soutenu, en est-on arrivé à ce que le nombre de chômeurs soit arrivé à 3,5 millions, à ce que la dette de la France soit aujourd'hui? C'est parce que nous avons... Mais la dette de la France, elle a diminué, M. Patria. C'est parce que... Non, 2200 milliards aujourd'hui. C'est bien. Non, mais parce que nous avons fait tous ces renoncements pendant des années, qu'aujourd'hui, la France va plus mal. Et que les Français, demain, iront plus mal. Alors, faites un constat terrible pour votre gouvernement. La France va plus mal. Aujourd'hui, je soutiens... Elle va plus mal, elle va plus mal depuis 40 ans. Et que ce gouvernement tente justement de faire en sorte que les Français aillent mieux, pour qu'il y ait plus de travail, que le travail paye mieux, que le chômage diminue, vous allez que la venir dette avec diminue, moi sur les marchés de l'île Sud que j'ai fait vendredi. Non mais attendez, je reçois les gens chez moi, je suis comme vous, je suis sur le terrain tous les jours. Les retraités, en Bourgogne, il y a autant de gens qui souffrent que chez vous. Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable de cette situation. On le disait, ça date depuis 30 ans. Il y a aussi une crise de la représentation politique aujourd'hui. Moi, ce que je ressens, vraiment intuitivement, mais aussi avec mes propres tripes, si vous me permettez l'expression, c'est que chacun peut comprendre qu'il faille faire des efforts, M. Patria, mais bien sûr. Mais il faut que ces efforts soient justement répartis. On ne peut pas demander à des retraités de payer de la CSG quand on a 1200 € de revenus et en même temps exonérer de l'ISF les plus fortunés de nos concitoyens. Quand, dans notre débat, et d'ailleurs nos deux collègues ici présents ont rejeté la proposition commune que nous faisions avec nos camarades communistes. Vous voulez remettre Ah bon, non, madame ne veut pas remettre l'ISF. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc nous sommes confrontés à droite et à gauche. Voilà, il faut assumer d'être à droite et à gauche sur l'ISF. Mais j'ai rétablir, grosso modo, l'ISF et supprimer la flat tax, c'est à peu près 4,5 milliards de recettes supplémentaires pour l'État. 4,5 milliards d'efforts demandés à ceux qui possèdent aujourd'hui 1 000 milliards d'euros de patrimoine. Est-ce que c'est anormal? Donc on ne peut pas demander des efforts à des millions de Français, des dizaines de millions de Français, et en même temps permettre à ceux qui ont le plus... À l'ISF. Voilà. Ceux-là, ils échappent à l'ISF. Madame Bettencourt échappe à l'ISF. Le ruissellement de M. Macron, que soutient M. Patria, n'est plus un ruissellement, c'est de l'assèchement, c'est du goutte à goutte aujourd'hui. Et donc, on est passé du temps des illusions au temps des soustractions pour des millions de nos concitoyens. M. Patria ne veut pas l'entendre, il a raison. Il a soutenu le gouvernement précédent, il soutient celui-ci, je ne sais pas ce qu'il soutiendra la fois prochaine. En tout cas, il est dans une démarche de loyauté, en tout cas au moment où il parle, je n'en doute pas. Naturellement, ce que je considère aujourd'hui, c'est qu'on est au bout de l'exercice et que Jupiter, c'était le nom qu'il aimait bien se donner, a pris un coup de foudre. La question, c'est est-ce qu'il peut se remettre en place? La question n'est pas de remettre en cause la légitimité du président. Il a été élu, il n'y a aucun problème. Simplement, il ne peut pas emmener notre pays dans le mur. Alors, avant de poursuivre ce débat, on va voir justement les différentes propositions de l'opposition. C'est un sujet d'Aurélien Romano. Pour les députés de la majorité, l'urgence est de négocier, d'ouvrir des états généraux. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à ce qu'on puisse utiliser le dialogue social, à ce qu'on puisse rentrer dans un cycle de négociation, de discussion, avec des corps constitués, organisés, représentatifs. Certains en appellent même à un moratoire sur la hausse prévue en janvier de la taxe carbone. Une proposition qui ne fait pas encore l'unanimité dans la majorité, mais qui est portée par la quasi-totalité des partis de l'opposition. C'est le moratoire sur la fiscalité de l'énergie. Le second des sujets, c'est d'engager un débat sur le pouvoir d'achat qui n'a pas depuis 11 ans progressé. Le chef du parti Les Républicains va même plus loin et demande un référendum sur la taxe carbone. Et pour cela, il faut organiser un référendum qui permette de trancher définitivement ces questions, dans lequel le président de la République permette enfin aux Français de s'exprimer. Supprimer la taxe carbone, les écologistes sont évidemment contre, mais en appellent à plus de justice sociale. On pense qu'il faut d'abord rendre plus juste la fiscalité carbone, donc faire rentrer dans le paquet le kérosène et le fioul lourd, qu'il y a des mesures en matière de décisions qui ont été prises en matière fiscale qui étaient en réalité incompréhensibles. Je pense à la diminution et la suppression de l'ISF. L'ISF, l'autre marqueur porté par le Parti socialiste, qui avance 9 propositions directement débattables tout de suite au Parlement. Ou plus exactement, rétablir l'ISF et la flat tax abrogée pour donner de l'énergie budgétaire à ce que nous pouvons proposer. Rassemblement national et France insoumise appellent eux à de nouvelles élections législatives.
Ça s'appelle la dissolution, voilà. Parce que dans une démocratie, la clé de la vie en commun, c'est ça. On vote, puis après on s'incline devant le résultat du vote. Certains au sein des Insoumis, comme François Ruffin, appellent même à la démission immédiate du président de la République. Jacqueline Eustache-Brinioux, on voit que Laurent Wauquiez propose un référendum sur la politique écologique et fiscale et aussi la reprise, on en parlait justement, de ce vote du Sénat sur la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser. Enfin, l'heure est grave, sincèrement, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe. Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe. L'heure est grave. Donc là, j'ai entendu des trucs, tout et n'importe quoi. La démission, la dissolution, enfin, je veux dire... Oui, c'est pour avoir Marine Le Pen au pouvoir, moi, sincèrement, parce qu'il ne faut juste pas jouer avec ça. Bon, voilà. Il faut arrêter, quoi. Je veux dire, moi, je ne vais pas spécialement... Vous connaissez mon parti, je ne soutiens pas spécialement M. Macron. Bon, il a été élu pour 5 ans avec des règles qui sont des règles de la démocratie d'aujourd'hui. La question ne se pose même pas. Voilà, je veux dire, le président, il est élu pour 5 ans. Ça ne peut pas être une réponse à la crise. J'en parlais de la représentation politique. Non, mais il faut arrêter de penser. Nous sommes dans une démocratie dans ce pays. Il y a le bicamérisme qui fonctionne. Enfin, il faut arrêter. Aujourd'hui, justement, le fait de ne pas répondre à un certain nombre de choses, on va créer une espèce de crispation sur tout ce qui se passe dans ce pays. Enfin, c'est grave quand même. Donc aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. C'est une prise de parole du président dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, parce qu'il ne va pas pouvoir se murer en permanence, envoyer ses ministres devant qui ne servent plus de fusibles, les pauvres aujourd'hui. Donc c'est au président de prendre la parole, de faire un pas, de dire ce moratoire, il faut le faire. Et après, on se met autour de la table et on discute. Suspendre, ça ne veut pas dire toujours tout annuler. Ça veut dire d'abord, parce que dans la vie, il faut un peu de pédagogie. Vous avez raison de dire qu'il y a des choses à faire, qu'il faut réformer. Mais l'expression aujourd'hui de cette classe moyenne, classe populaire aussi, au sens du terme, elle est là. Elle est là. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et oui, je suis assez d'accord pour dire que c'est quelque chose qui peut-être arrive aujourd'hui, qui correspond à des politiques qui ont eu lieu. Mais enfin, aujourd'hui, c'est le président Macron qui agira. Alors, on pourra refaire toute l'histoire de certains ont tort, certains raisons. C'est le président Macron qui doit gérer une grave crise pour notre pays. C'est lui qui doit s'exprimer. Qu'il se cache derrière cela. On a entendu les propositions, notamment chez les Insoumis, dissolution pour le député Ruffin. Ça va même jusqu'à la démission. Marine Le Pen réclame des élections anticipées. On peut faire beaucoup plus rapide que ça, et c'est très simple. Le budget est en discussion maintenant. Nous avons fait des propositions au Sénat, notamment, mon collègue l'a rappelé, de réinstituer l'impôt sur les grosses fortunes. Nous avons fait plein d'autres propositions. Et quand vous regardez les manifestants, ce qu'ils demandent, c'est une plus grande justice sociale. C'est ce qui vient en avant de certaines revendications. Donc on peut les entendre sur ce sujet là, en ce moment. On en est à la discussion budgétaire. Visiblement, le gouvernement ne saisit pas cette balle au bon, Pierre Ouzoulias, des discussions budgétaires parlementaires. Et donc on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. S'il n'entend pas la population, alors qu'en ce moment le budget est en discussion et qu'il a la possibilité d'infléchir sa politique, nous allons droit dans le mur et il emporte l'entière responsabilité. C'est grave. C'est un moment très grave. François Patriat. Moi, je suis inquiet de voir des gens qui aujourd'hui, par rancœur, par rancune, font le jeu des extrêmes. Et j'en vois aujourd'hui des exemples. Je trouve que les communistes sont de leur logique. Ils ont eu ce discours en permanence, ils le tiennent aujourd'hui. Mais quand j'entends aujourd'hui M. Hollande, ancien président de la République, Mme Royal aujourd'hui, renier ce qu'ils ont dit par ailleurs, aller proposer aujourd'hui des renoncements qui coûteraient cher au pays et le faire sans aucune vergogne, je suis terriblement, j'allais dire, pas déçu. Je trouve qu'il y a une part de cynisme et puis de malhonnêteté dans cette démarche. Et je le dis parce que moi, vous m'avez tout à l'heure Gardez reproché... vos mots, Monsieur Patriat, malhonnêteté. Malhonnêteté, oui. Vous n'avez pas le droit d'avoir une opposition qui puisse vous dire des choses. Non, ça vous embête, manifestement. Non, mais traiter le gouvernement de péché d'orgueil, quand on connaît l'orgueil de certaines anciennes ministres, permettez-moi d'en sourire un peu. Et ce que je voulais vous dire, tout à l'heure... Prenez de la hauteur, prenez de la hauteur. Non, mais je vous fais ce compliment-là. Allons. Je vous fais ce compliment-là. Mais revenir aujourd'hui sur la flat tax et l'ISF, comme vous le dites, c'est 100 000 chômeurs demain. C'est 100 000 chômeurs demain. Et vous le savez, il y a eu 340 000 créations d'emplois depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Je ne dis pas que le chômage recule. avec François Hollande. Je ne dis pas que le chômage recule aujourd'hui. Je dis qu'il y a plus de créations qu'avant. Je dis que depuis que l'ISF a été instauré, 43% d'investissements supplémentaires en plus. Et quand vous dites l'ISF a été supprimé, non.
L'ISF a été changé. Il y a aujourd'hui un impôt qui rapporte 1,5 milliard. Il manque aujourd'hui 3 milliards par rapport à l'ISF. François Patria, combien a coûté Philippe la grève Aguillon, de la l'économiste SNCF? qui a participé à Près la d'1 campagne milliard à l'État. d'Emmanuel Et vous Macron, savez- appelle à changer justement, peut-être à adapter l'ISF. Philippe Aguillon qui a travaillé sur le programme électoral d'Emmanuel Macron. C'est dans une tribune aujourd'hui dans Le Monde. Donc, et on voit aussi des députés de la majorité qui J'entends bien demandent... tous ceux qui ont conseillé le chef de l'État d'aujourd'hui. Oui, mais il a qui pas fait demandent ce une que j'ai dit, il aurait dû réorientation, faire ça. plus d'écoute. Oui, non Moi, je voudrais Avec aussi message dire, brillant. on n'en parle pas beaucoup parce que c'est tellement compliqué ce que nous vivons, c'est que il y a aussi, et je le dis avec une honnêteté intellectuelle, un rejet du président dans ce qu'il est aussi. Et on n'en parle pas beaucoup, c'est-à-dire que, et voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour la fonction, les élus, etc. Mais quand on entend aussi l'expression de ces gilets jaunes, une partie, alors moi je condamne violemment tous ceux qui ont commis des gestes mais inadmissibles ce week-end à Paris. Voilà, moi les forces de l'ordre et les pompiers, je leur tire mon chapeau parce que c'est quand même... Mais on voit bien, c'est pas... on demande la démission du président. Bon, ce que, voilà, je cautionne pas avec ça, mais il y a aussi la forme. Ces petites phrases-là, depuis un petit moment, qu'on retrouve d'ailleurs dans les manifestations, il faut aussi que le président comprenne que... il est le président de tous les Français, parce que quand on a été élu, même avec un socle électoral qui n'était pas important, on est le président de tous les Français. Ça, il ne faut pas qu'il l'oublie. Et ces petites phrases qui, entre amis, à la maison, autour d'un petit verre, peuvent être rigolotes, quand c'est dans l'expression publique, quand c'est dans l'espace public, c'est juste insupportable. Parce que là, il y a des gens qui se sentent méprisés et humiliés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous l'aidiez à travailler, parce que ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a le fond, la forme, et cette exaspération-là, on ne peut pas faire comme si elle n'était pas exprimée pendant maintenant quasiment 3 semaines. Patrick Hanel, la provocation verbale de la part d'Emmanuel Macron. Oui, et puis finalement le fait que le sentiment de déclassement, de relégation soit une sorte de fatalité. Il faut répondre à cette aspiration des Français d'avoir cette place dans la société. Finalement, et nous sommes les uns les autres d'une génération qui ont connu cette fameuse petite bande dessinée, petit dessin animé, les Shadocks. Rappelez les Shadocks, ils pompaient. Aujourd'hui, on taxe, on compense. C'est ça. Non, les Français, ce qu'ils veulent, c'est pas être compensés, c'est pas d'avoir des aides de l'État. Les salariés français, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre de leur travail sans avoir à être d'un côté matraqué sur le plan fiscal. Vous êtes un pyromane fiscal, quand je dis vous, pas M. Patria, mais les pyromanes fiscaux aujourd'hui au pouvoir mettent des lances de grandes sections pour pouvoir éteindre le feu. Le seul problème, c'est que le feu, aujourd'hui, il est dans le cœur des Français, qui ne croient plus dans leur politique. Et finalement, M. Patria, ce qui est le plus grave peut-être, en dehors des invectives bien politiciennes qu'on peut se lancer, vous et moi, ce qui est plus grave, c'est le sentiment qu'ont les Français que leurs représentants ne les représentent plus. Et ça, c'est très important. Ça signifie que quand on ne croit plus au secteur associatif, quand on ne croit plus aux syndicats, quand on ne croit plus aux partis politiques, pour défendre le changement de sa vie et l'espoir qu'on peut porter dans une société juste et équilibrée, eh bien, on aboutit au populisme et on aboutit à cette colère dans la rue. Et si vous n'entendez pas cela, je pense que vous n'êtes pas à la hauteur du cri d'alarme que nous lancent les Français. François Patria, est-ce qu'il peut apaiser Emmanuel Macron la colère des manifestants, justement, sans compromettre sa capacité à réformer? On voit que la manière dont il va traiter cette crise, ça va être déterminant pour la suite du quinquennat. Vous avez compris qu'il reste de temps utile dans un quinquennat, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Il reste donc juste un peu avant fin 2020, fin 2019. Après, il y aura les municipales. Donc il faut faire les réformes et les mener jusqu'au bout. Ceux qui ont refusé les réformes des retraites, les réformes de l'UNEDIC, de la formation. Et je voudrais répondre sur un point important. Le sentiment de relégation, c'est justement ce contre quoi aujourd'hui lutte Emmanuel Macron en disant « Je veux redonner à chacun une envie de destin. Je veux redonner de la formation. Il faut que chacun non seulement gagne plus quand il travaille, mais aussi qu'il puisse choisir son destin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. » Donc je crois que cette démarche aujourd'hui, moi je ne fais pas toujours le procès de tout ce qui a été fait par le passé, mais je pense que la crise d'aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un mécontentement qui dure, en particulier le jour où on a fait les 35 heures, Patrick Hanel, et qu'on a dit aujourd'hui qu'on gelait les salaires. Tout le monde a pris les 35 heures, tout le monde a oublié le gel des salaires.
Et aujourd'hui, le gel des salaires, les gens ils se rendent compte qu'ils sont devenus pauvres. Ils ont les 35 heures, c'est vrai. Ils travaillent moins, c'est vrai. Ils gagnent autant qu'en 2000, mais ils gagnent moins aujourd'hui. Voilà une erreur du passé. Pour finir ce débat, puisqu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau, un mot de conclusion. Un mot de conclusion, je crois que... qui concentre beaucoup de critiques aujourd'hui. Oui, je crois que ce pouvoir politique venu de nulle part est en train d'être chassé par un mouvement social venu de partout. Et il faut que maintenant nous en tirions toutes les conséquences sociales, politiques et institutionnelles. Nous avons besoin de retravailler sur ces causes profondes parce que la société française est en cours de dislocation et que malheureusement, par le passé, nous savons que le peuple peut basculer d'un côté ou de l'autre et parfois du pire côté. Donc il faut maintenant être responsable. Merci. Pas sous-estimer ce qui se passe aujourd'hui. Merci à vous, Pierre Ouzoulias. Merci Jacqueline Eustache-Brio. Merci François Pétria. Merci Patrick Caner. On va justement retourner à Matignon puisque vous le savez, le Premier ministre reçoit les représentants des partis politiques mais aussi les parlementaires. Jérôme Rabier a pu interroger Sophie Taillé-Polian. C'est votre collègue sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Écoutez. Oui, avec la sénatrice Sophie Taillé-Polian qui sort à l'instant du rendez-vous avec Édouard Philippe. Vous accompagnez Benoît Hamon avec Régis Roynico. Qu'est-ce que vous avez dit au Premier ministre ? Écoutez, nous lui avions dit qu'il était grand temps, plus que temps, vu la situation inédite qu'on est en train de vivre, de répondre aux aspirations des gens qui manifestent aujourd'hui. Aspirations d'abord à ce qu'on prenne en compte leurs graves difficultés à boucler les fins de mois, donc avec une remise en cause immédiate de l'augmentation de la taxe carbone et aussi avec une augmentation des salaires rapide qui est possible avec un coup de pouce au SMIC qui peut prendre effet immédiatement au 1er janvier et qui permettrait déjà de répondre aux problèmes de pouvoir d'achat que rencontrent beaucoup trop de Français. Ces consultations du Premier ministre, il reçoit l'ensemble de la classe politique. Est-ce que déjà dans la méthode, ça y est, ils ont pris conscience qu'il fallait écouter tout le monde ? Écoutez, je pense qu'ils ont peut-être pris conscience qu'il fallait écouter tout le monde. C'est un peu tard parce que ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est une situation qui est aussi liée à un mode de gouvernement, à une méthode de gouvernement extrêmement brutale et peu à l'écoute. On a souvent parlé du mépris. Alors je voulais revenir aussi parce que nous avons également proposé et expliqué au Premier ministre qu'il est extrêmement important aussi de prendre très rapidement un certain nombre de mesures pour montrer que la justice fiscale est de retour sur notre pays. Nous avons demandé évidemment la remise en place de l'ISF, notamment pour financer la transition écologique. Nous avons demandé également qu'on revienne sur toutes les taxes qui ont été retirées en faveur des plus riches. Est-ce que vous avez senti le Premier ministre à l'écoute de vos propositions ? À l'écoute peut-être. Maintenant, il est en consultation. Il doit prendre ses responsabilités pour répondre rapidement à la crise qui est actuellement incontrôlable. Et je pense aussi que cette crise, c'est aussi une aspiration démocratique et qu'il faut ouvrir le débat sur un changement de notre République. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une impasse avec les institutions qui sont là actuellement. Donc il faut entamer un dialogue pour changer nos institutions. Il s'agit de ne pas poursuivre les débats parlementaires sur une réforme constitutionnelle qui semble complètement maintenant décalée, mais de lancer des processus de consultation citoyenne pour qu'on retrouve des espaces de dialogue et que notre République, peut-être notre 6e République, puisse prendre pied et renouer le chemin pour une République d'écoute. Voilà. Et est-ce que vous êtes inquiète sur la suite des événements ? Beaucoup de personnes parlent d'un tournant du quinquennat. Est-ce que vous êtes inquiète sur la suite des événements ? Écoutez, on ne peut être qu'inquiet quand on regarde ce qui s'est passé samedi dernier et nous appelons le gouvernement à prendre des mesures très rapidement pour apaiser la situation, montrer qu'il a entendu ce que réclament les Gilets jaunes et beaucoup de Françaises et Français avec eux. Merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à nos questions à votre sortie de Matignon. Merci Jérôme pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. Alors je vous le disais, la crise des Gilets jaunes s'est également invitée dans les débats budgétaires au Sénat avec de nombreux rappels au règlement, d'autant que la majorité sénatoriale, on en a parlé, a déjà supprimé la hausse de la taxe sur les carburants. Héloïse Grégoire. On a le sentiment d'être un peu dans un autre monde avec la journée qui s'est passée hier à Paris. Un autre monde, pourtant le Sénat était bien au cœur de l'actualité dimanche. Ça part dans tous les sens. Le pays ne sait plus où il va.
La colère des Gilets jaunes gronde partout en France et comme pour y répondre, les débats autour des crédits de la mission écologie ont été largement rattrapés par l'actualité. Ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est une totale incompréhension de la part du gouvernement vis-à-vis de la colère des Français. Oui, il faut apaiser les tensions, oui, il faut écouter la colère des Français. Mais voyez, je pense que pour apaiser la colère, il faut dire la vérité aux Français. Et dire la vérité aux Français, c'est que le gouvernement n'augmente pas les prélèvements sur les ménages. En 2019, nous baissons de 4 milliards d'euros la taxe d'habitation. Nous baissons de 4 milliards d'euros les charges. Non, je vous parle de 2019, Monsieur le Président. Les sénateurs ont massivement rejeté les crédits dédiés à la transition écologique. 36 pour et 281 voix contre. Pour le président de la commission de l'aménagement durable, justice sociale et engagement politique doivent mieux se concilier. Nous examinons ce dimanche matin le budget de la mission écologie, alors que c'est précisément une approche de l'écologie trop technocratique, trop théorique, trop dogmatique, trop punitive, trop coupée de la réalité du terrain. Des réponses, le Sénat en a proposé. L'amendement du sénateur Daniel Grémillet visant à augmenter le chèque énergie a été adopté. Les propos des Gilets jaunes avaient déjà trouvé un écho chez les sénateurs. La semaine dernière, l'ordre du jour a été bousculé avec un vote symbolique, le gel de la hausse de la taxe sur le carburant. Et on retourne à Matignon. Vous le savez, Édouard Philippe reçoit aujourd'hui les représentants des partis politiques. On vous retrouve, Jérôme Rabier. Vous êtes avec le sénateur Claude Malhuret. C'est le président du groupe ici, Les Indépendants, République et Territoire. Oui, avec Claude Malhuret qui sort à l'instant du bureau du Premier ministre. Vous avez pu vous entretenir une demi-heure avec lui. Déjà, qu'est-ce que vous lui avez demandé ? On lui a demandé trois choses, on lui a dit et demandé trois choses. La première, c'est que nous condamnions, et je pense qu'on n'est pas les seuls, et que tous les Français sont d'accord avec nous là-dessus, que nous condamnions fermement ce qui s'est passé samedi à Paris, les casseurs et l'ensemble de ce qui est arrivé, et que nous souhaitions, si cela devait recommencer, notamment l'hypothèse que cela recommence samedi n'est pas exclue, que nous souhaitions la plus grande fermeté vis-à-vis de ceux qui détruisent le patrimoine, tout ce qu'il y a dans les rues, les vitrines, les commerçants, etc. Non seulement la fermeté sur place au moment du maintien de l'ordre, mais le fait d'envisager des mesures qui font qu'on ne peut plus s'attaquer, qu'on ne doit plus s'attaquer aujourd'hui à un policier sans savoir que judiciairement la réponse sera forte et beaucoup plus forte qu'elle ne l'est en définitive aujourd'hui. La deuxième chose que nous lui avons dite, c'est que l'évolution des événements nécessite de la part du gouvernement aujourd'hui un geste d'ouverture en matière de fiscalité, un geste d'ouverture fort, puisque évidemment c'est le démarrage de l'ensemble, et c'est pas seulement la fiscalité du carburant, mais c'est l'ensemble des fiscalités, et donc si on veut donner un signal de dialogue, il faut donner un signal fort d'ouverture. Ce qui permettra, et c'est la troisième chose que nous lui avons dit à Édouard Philippe, c'est que le Grenelle, si on peut appeler ça ainsi, le Grenelle de la fiscalité, de la dépense publique, de la croissance qu'il souhaite faire, doit être annoncé le plus rapidement possible et doit se faire de façon le plus décentralisée possible. Ça ne doit pas venir d'en haut, il faut que ça se fasse au niveau de chaque département, de chaque coin de France, si je peux dire. Et Franck Riester a annoncé que le Premier ministre a dit qu'il y aurait un geste ? Le Premier ministre nous a dit effectivement qu'il allait très très rapidement, peut-être même avant le débat à l'Assemblée et au Sénat, puisqu'il doit y avoir un débat mercredi et jeudi, très rapidement annoncer les premiers gestes qu'il souhaite effectuer. Merci beaucoup Claude Malhuret pour cette information. Le Premier ministre a indiqué qu'il y aurait un geste de fait rapidement dès cette semaine. Merci à vous, Jérôme. Et justement, on va y revenir dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, on retrouve Tam Tranui pour une réaction avec le sénateur LR des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi. Roger Karoutchi, quel regard portez-vous sur cette consultation menée toute la journée aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe? Que peut-il en sortir, selon vous, de cette très longue consultation? Si j'en crois les réactions des uns et des autres, pas grand-chose. Apparemment, c'est en fait des monologues. Chaque chef de parti vient dire voilà ce qu'il faudrait faire. Édouard Philippe enregistre, mais ne répond rien. Donc pour le moment, je ne sais pas trop ce qu'il faut en conclure.
Il pourra dire qu'il a consulté les chefs de parti, mais encore faut-il qu'il y ait des conclusions. Un acte de communication pour dire que le gouvernement n'est plus sourd, au moins aux parlementaires et à une partie de la colère dans la rue, puisqu'il entend demain les gilets jaunes? Je ne sais pas. La vérité, c'est que tout le monde attend des gestes du gouvernement. Tout ça, tout ce débat à l'Assemblée mercredi, au Sénat jeudi, ces rendez-vous, c'est bien, il faut le faire, mais tout le monde attend des gestes. Ça n'a pas grand-chose comme intérêt si ça n'aboutit à rien. Je veux dire, si jeudi on se dit, ah ben voilà, on a consulté les chefs de parti, on a consulté les gilets jaunes, on a fait un débat à l'Assemblée, au Sénat, s'il n'y a pas de conclusion claire, positive, concrète, tout le monde se dira beaucoup de bruit pour rien. Est-ce que l'idée du moratoire sur la taxe sur les carburants, qui a été proposée par la droite sénatoriale déjà depuis plusieurs jours, ne gagne pas tout de même du terrain? On entend aujourd'hui, même chez LREM, des personnes qui jugent qu'il faut ainsi crever l'abcès avec cette mesure. De toute manière, c'est voté par le Sénat. Le gel de la hausse de la taxe sur les carburants au 1er janvier. Moi, je conseille au gouvernement de ne pas arriver à l'Assemblée nationale en disant « Ah non, 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 on va revenir en arrière sur une mesure votée par le Sénat ». Franchement, dans l'ambiance actuelle, personne ne comprendrait. Et clairement, ça ne suffira pas. Ça aurait suffi il y a 15 jours. Mais comme le gouvernement a joué la montre et a joué le pourrissement du mouvement, ça ne suffira pas. Clairement, il faut une annonce sur une baisse de fiscalité liée à une baisse de la dépense publique. Il faut autre chose simplement que la taxe sur les carburants. Et revoir peut-être un certain nombre d'éléments dans le budget. Il faudra un collectif budgétaire. L'ISF, par exemple, puisque c'est tout de même l'ISF, on en entend beaucoup parler dans la rue. Je vais vous dire, j'étais au gouvernement avec Nicolas Sarkozy. À l'époque, la droite en général était hostile à l'ISF. On ne l'a pas supprimé. On l'a aménagé. Il y a eu des mesures qui ont été prises. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas supprimé l'ISF? Parce qu'il disait lui-même, c'est un symbole. C'est pas que ça rapporte des sommes astronomiques, mais ça donne le sentiment à tous les Français que les plus fortunés participent davantage. Alors maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure? Le gouvernement l'a remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, ce qui en réalité est une manière assez curieuse de supprimer l'ISF. Il y a un débat, moi je ne suis pas hostile à ce qu'on ouvre la discussion là-dessus, mais en tout cas, il faut avancer. Je veux dire, le pire, c'est le gouvernement statique. Un mot sur la radicalisation du mouvement et les casseurs qui se sont mêlés aux manifestants. La commission des lois auditionne demain Christophe Castaner, Laurent Nunez. Est-ce que pour vous, la gestion de l'État a été à la hauteur sur ce point, Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, est-ce qu'il faut changer la stratégie des forces de sécurité? Est-ce qu'il faut modifier les techniques? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à Paris et dans plusieurs grandes villes de France, samedi dernier, l'utilisation des forces de sécurité n'était pas à l'avantage des forces de sécurité et pas à l'avantage du bien public ou de la sécurité publique. Donc, ce sont des casseurs, ce sont des délinquants en dehors des gilets jaunes profonds, si je puis dire, qui eux ne sont pas dans ces types de manifestations violentes, mais en tout cas, il faut rétablir l'ordre public. Bien, merci beaucoup Roger Karoutchi d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Alors, le gouvernement devra aussi répondre des violences inédites qui ont éclaté samedi dans Paris. Le dispositif était-il adapté? Christophe Castaner va devoir rendre des comptes. Il sera d'ailleurs auditionné demain au Sénat. Vivien Charrère. Samedi à Paris, le dispositif de sécurité était-il suffisant? Ces scènes de violence interrogent. Face au pillage des magasins et aux incendies de voitures, les forces de l'ordre ont rapidement été dépassées. Ce matin, à la radio, Laurent Nunez a reconnu le caractère inédit de ces violences, mais assume le dispositif mis en place. On avait 4600 policiers gendarmes qui étaient mobilisés, avec un dispositif qui protégeait les institutions, avec un périmètre d'exclusion, un dispositif qui encadrait les Champs-Élysées et un dispositif d'intervention mobile partout autour de ce périmètre pour pouvoir intervenir en cas d'exaction. Donc les forces de l'ordre ont été conduites à s'éclater et ça a pris forcément du temps pour rétablir l'ordre, mais à 20h, il n'y avait plus d'incident. Certains syndicats des forces de l'ordre déplorent, eux, les sous-effectifs pour gérer cette situation insurrectionnelle. Ils demandent à l'avenir un renfort de l'armée pour la surveillance statique des lieux de pouvoir.
On avait pour tout 500 collègues gendarmes mobiles et CRS pour faire le réel maintien de l'ordre. Donc nous, ce qu'on demande, c'est tout simple, c'est que l'armée puisse venir tenir ces points pour que mes collègues qui sont les professionnels du maintien de l'ordre, de la guérilla urbaine, fassent ce travail. Faire intervenir l'armée et le retour de l'état d'urgence sont pour l'heure écartés par le gouvernement et le président du Sénat. Le rôle de l'armée, c'est d'abord de défendre le pays et nos concitoyens contre des menaces extérieures dans la lutte contre le terrorisme. Ils ne sont pas là pour dire l'ordre public, sinon il faut proclamer l'état de siège. Face aux violences, la réponse est aujourd'hui judiciaire. Au moins 57 prévenus sur 360 suspects sont poursuivis ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Et on poursuit notre édition spéciale aujourd'hui dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Delpirou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes géographe à l'école d'urbanisme de Paris. Également sur ce plateau, Karine Marcé, bonsoir. Vous êtes directrice associée à TNS Cantar Sofres. Yves Saint-Omer est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 8, spécialiste des questions de démocratie participative. Et enfin, j'accueille Denis Baranger. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas. On va essayer de comprendre cette colère. Elle est parfois insaisissable car elle échappe à une description univoque. Yves Saint-Omer, quel regard portez-vous sur ce mouvement des Gilets jaunes et ces violences qui ont pu éclater samedi à Paris ? Je crois qu'il est difficile d'abord, il faut qu'on le reconnaisse tous, que l'on soit politique, journaliste, universitaire, de donner un sens univoque. Les situations locales varient grandement d'un endroit à l'autre et y compris elles sont évolutives. On a bien vu des personnes rentrer dans cette lutte des Gilets jaunes qui n'y étaient pas au départ. Il y a peut-être quelque chose qui par contre est commune, un soubassement qui est double me semble-t-il, un ras-le-bol très profond de couches de population assez différentes devant l'état de la société actuelle, l'état de tension sociale, économique, culturelle aussi, de distance avec les élites, qu'elles soient parisiennes ou qu'elles soient sociales. Et puis la deuxième dimension de ce soubassement, me semble-t-il, c'est une crise profonde du système représentatif. On voit bien aujourd'hui que ni les partis de gouvernement, le parti de gouvernement, les partis potentiels de gouvernement, mais ni non plus les partis d'opposition, ni même les syndicats ne réussissent à représenter véritablement ce mouvement qui est spontané, qui se fait bien sûr avec aussi des militants qui sont dedans, qui sont des militants politisés, mais qui va bien au-delà et qui échappe en fait à tout contrôle. Denis Baranger, crise de la représentation, c'est effectivement ce qui ressort beaucoup avec Emmanuel Macron qui n'est pas finalement le seul responsable de cette situation. Ça a été rappelé, c'est une crise aux racines beaucoup plus profondes qui remonte à plusieurs décennies déjà. Ça fait des années et des années que dans les sondages, on constate que les Français prennent des distances avec les institutions, avec les hommes et les femmes politiques, avec tous les organes de représentation, les syndicats. Il y a quoi, 7 à 8% de salariés qui sont syndiqués. Les syndicats sont tout aussi dépassés que les autres formes de représentation. On annonce ce genre de crise régulièrement. Je ne sais pas si c'est celle-là, si c'est the one, comme on dit pour les tremblements de terre, mais on est certainement dans une situation dont l'imprévisibilité et le caractère insaisissable du point de vue du phénomène font le caractère inquiétant. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, personne ne peut dire qu'il sait ce qui se passe. Ça peut être dans le discours de gens, par exemple, le membre du Parti communiste qui a parlé sur votre précédent plateau, de dire nous on l'avait dit, on l'avait prévu. Dans une certaine mesure, il l'avait prévu, mais le parti qui est leur est en déclin dans la représentation de la classe ouvrière. On a là un phénomène qui est d'abord, je dirais, qui sera d'abord pour les sociologues, avant qu'ensuite on puisse penser réaction institutionnelle. Aurélien Delpirou, on a beaucoup parlé de cette fameuse fracture territoriale. Alors que dit le géographe justement sur ce mouvement? Est-ce qu'elle peut expliquer en partie justement cette situation? Alors avant toute chose, je partage tout à fait les précautions de mes collègues quant à l'analyse du mouvement. On a peu de données stabilisées, peu d'enquêtes. Il faudra sans doute un peu de temps et le recul de l'analyse pour l'interpréter avec plus de finesse. Et je partage également un diagnostic sur le caractère multidimensionnel de cette crise. Il y a une crise politique, une crise fiscale, une crise du modèle social français et de ses mécanismes redistributifs. Et il y a incontestablement une dimension spatiale et territoriale de cette crise. Mais je crois qu'il serait tout à fait erroné et même dangereux de la réduire, comme on l'entend trop souvent, à quelques catégories simples, voire simplistes, qui opposeraient d'un côté une France qui
qui va bien, qui bénéficie entièrement de la mondialisation, et de l'autre côté, donc une France dite périphérique qui en serait largement laissée pour compte. En réalité, quand on observe les points de manifestation, le profil socio-professionnel des Gilets jaunes et de leurs représentants, la nature des revendications qui semblent aujourd'hui converger vers plutôt des questions de justice sociale et de justice fiscale, avec une extension peut-être, comme l'indiquent les événements de ce matin à Pantin ou à Aubervilliers, on voit très bien qu'en réalité, la précarité, la fragilisation des sociétés et des territoires par la mondialisation, elle traverse la France à des échelles fines, et c'est ce qui rend précisément le diagnostic et les réponses politiques à apporter plus complexes. Karine Marcé, jusqu'à présent, le mouvement des Gilets jaunes a pu bénéficier d'un certain soutien dans l'opinion. Est-ce que les événements de samedi vont peut-être atténuer ce soutien des Français ? Alors pour le moment, effectivement, le mouvement bénéficie d'un soutien très élevé dans l'opinion. Alors peut-être pour juste compléter un petit peu ce qu'on vient de se dire, je crois qu'il est important de rappeler qu'il y a déjà un an, on avait fait une enquête, et effectivement qui avait été très commentée, parce que ce qu'il apparaissait, c'était que l'attente numéro 1 des Français à l'égard du gouvernement, c'était l'amélioration du pouvoir d'achat. Et en fait, c'était assez amusant, parce que c'est comme si, effectivement, les journalistes, le monde politique redécouvraient en fait cette attente toute simple d'attente très forte à l'égard du pouvoir d'achat. Et donc là, si vous voulez, pour le moment, effectivement, il y a un soutien très fort. Pour le moment, on ne dispose que d'une seule enquête qui a été faite hier, qui montrait finalement qu'il n'y avait pas eu de baisse de soutien, alors que les images de samedi ont tourné très largement. On va voir à partir de cette semaine à la fois effectivement sur l'image du mouvement et surtout sur l'image des personnalités, quel va être l'effet du mouvement. Et Yves Saint-Omer, il y a quand même un dénominateur commun à cette colère, eh bien c'est peut-être Emmanuel Macron qui concentre beaucoup de critiques. Le président de la République, on lui reproche son silence, il était au G20 et sa communication finalement ce week-end est passée par deux tweets de soutien aux forces de l'ordre. Oui, moi je crois qu'il faut relativiser le détail et voir plus les données de fond permanentes. Emmanuel Macron a été élu sur la base d'une volonté de renouvellement du système politique, sur le fait qu'il venait de l'extérieur, qu'il allait changer un système partidaire qui semblait largement décrédibilisé. Et puis en fait, on s'aperçoit 1 an et demi après qu'il s'est coulé dans le système et qu'il reproduit, avec des variations personnelles et des problèmes de communication qui lui sont propres, mais qu'il reproduit sur le fond une structure qui, lors des 2 mandats présidentiels, a déjà montré toutes ses limites. Et donc, quand on additionne cette particularité de la Ve République avec un pouvoir présidentiel face auquel il y a peu de contre-pouvoirs et une crise plus généralisée des démocraties occidentales, on a un panorama qui est assez inquiétant pour le futur. Denis Barranger, sur Emmanuel Macron, le fait qu'il concentre effectivement toutes ces critiques. Le système de la Ve République est doux pour les vainqueurs. Il est bon pour les vainqueurs. Ils ont le sentiment, en arrivant au pouvoir, d'avoir tous les leviers en main. Monsieur Macron a joué ce dispositif-là à fond. Il a horizontalisé encore plus une Ve République qui était déjà verticalisé. La Ve République était déjà très verticale. On voit là que sa très grande majorité à l'Assemblée nationale ne le soutient pas, ne lui apporte aucun majorité qui se fissure. Oui, enfin, en tout cas, du point de vue de la légitimité institutionnelle, on voit bien que ce n'est pas suffisant si elle ne lui apporte pas une sorte de coussin de protection. On voit que son parti n'a peut-être pas été géré comme il aurait dû l'être. Peut-être que ce n'est pas un parti du tout, d'ailleurs, parce que les ancrages à l'intérieur de la société ne sont pas de nature à permettre une relation de représentation, des discussions avec les représentés. Donc, au fond, cette sorte de Ve République exagérée, presque un petit peu hystérisée, elle est peut-être un petit peu en train de se retourner contre la personne qui l'a mise en place. Aurélien Delpirou, on parlait des revendications aussi des Gilets jaunes. On voit qu'eux aussi, ils ont un problème de représentation avec des revendications qui s'accumulent et qui sont parfois contradictoires. Est-ce qu'ils peuvent aussi se faire entendre ? Oui, je pense qu'ils peuvent se faire entendre. Et d'ailleurs, les évolutions du mouvement
on va dire au cours des 2-3 derniers jours, sont assez contradictoires. Alors on ne sait pas laquelle prendra le dessus sur l'autre. Néanmoins, on voit d'un côté une forme de radicalisation, une forme d'intensification de la lutte jusqu'à des formes violentes et insurrectionnelles à Paris, mais aussi, je le rappelle, à Bordeaux, à Montpellier, à Nice, à Strasbourg et jusqu'au Puy-en-Velay. La préfecture fief, effectivement a été incendiée. tout à fait, fief du du leader national de l'opposition et ville qui, parmi cette catégorie, a été très loin d'être abandonnée par l'action publique depuis 30 ans. Petite parenthèse. Mais ce que je constate par ailleurs, c'est qu'il y a une forme de stabilisation, de consolidation, voire de maturation des revendications autour des questions de justice sociale et de justice spatiale. On est parti du carburant. Mais le carburant, bien sûr, n'a été qu'une étincelle, on le sait aujourd'hui. Les dépenses liées au carburant, dans le budget moyen des ménages français, c'est 3%. C'est 3% et c'est stable depuis 30 ans, ce qui ne veut pas dire que les effets de conjoncture jouent sur le pouvoir d'achat. On est passé ensuite à des revendications de nature fiscale, avec une vraie interrogation des Français sur, finalement, on ne souhaite pas remettre en cause notre modèle de redistribution, mais on aimerait savoir de manière plus claire qui assure les efforts fiscaux et comment ils sont distribués ensuite, socialement et spatialement. Et enfin, on voit très bien depuis 2 jours, y compris à travers les interventions des principaux représentants des Gilets jaunes, on parle retraite, pouvoir d'achat, salaire, actions publiques dans des territoires qui ont été laissés pour compte au cours des 20 dernières années. Donc c'est une revendication plus générale autour de la justice sociale et de la justice spatiale. Et ma foi, j'en terminerai avec ce mot, mais comment être surpris? Je lis aujourd'hui dans Le Monde que la classe politique est abasourdie. Mais ça fait 30 ans que les chercheurs, les universitaires, les experts documentent les effets de la mondialisation sur les sociétés, sur les territoires. Et si, bien sûr, la mondialisation crée des richesses à l'échelle mondiale et même nationale, elle est sélective et profondément inégalitaire. Karine Marcé, on sait qu'il y a aussi cette image de président des riches qui colle à la peau d'Emmanuel Macron. Beaucoup de revendications autour de la suppression de l'ISF. On sait ici que les socialistes au Sénat militent justement pour la réinstauration de cet impôt symbolique. Il doit aussi travailler sur cette image-là, le chef de l'État ? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, à partir du mois de juillet, a eu son image qui s'est à nouveau dégradée, et qui s'est à nouveau dégradée, si vous voulez, à la fois sur sa gauche et sur sa droite. C'est-à-dire que autant, effectivement, les sympathisants de La République En Marche continuent à l'approuver très fortement, autant que ce soit les sympathisants de la France Insoumise, mais également les sympathisants socialistes, sont maintenant très critiques, avant même, si vous voulez, le démarrage des Gilets jaunes. Ce qui fait que, en fait, M. Macron, en fait, a abordé cette période dans une situation où il était déjà un peu fragile, à la fois sur la gauche et sur la droite, et où il y avait finalement que son cœur de cible qui le soutenait, et alors en revanche, eux qui le soutiennent très bien, ce qu'on retrouve là dans les enquêtes, quand on regarde justement les soutiens du mouvement, les sympathisants de La République En Marche sont très très hostiles à ce mouvement, mais ce sont les seuls. Alors justement, avant de poursuivre ce débat, on va voir qu'Emmanuel Macron est sommé d'apporter des réponses. C'est un président qui pourtant jusqu'à présent se mure dans le silence. C'est un sujet de Marie Brémaud. Pendant que Paris brûle, Emmanuel Macron, de l'autre côté de l'Atlantique, prend la parole. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Il apparaît loin, très loin, de ces Français qui souffrent et qui manifestent. Et c'est d'ailleurs un face-à-face frontal qui s'est installé entre le locataire de l'Élysée et le peuple. Macron nous fait la guerre et sa police aussi. Un duel exacerbé par l'attitude d'Emmanuel Macron, souvent perçue comme arrogante et méprisante au cours des derniers mois. Car certes, le chef de l'État se déplace à la rencontre des Français, mais ses mots heurtent plus qu'ils ne rassemblent. Je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Aujourd'hui, de nombreux Français accusent Emmanuel Macron d'être déconnecté de la réalité. Difficile pour l'ex-banquier de chez Rothschild de se défaire de cette image, celui du président des plus riches.
Yves Saint-Omer, ça vous fait réagir ce qu'on vient d'entendre? C'est vrai qu'il y a eu toutes ces provocations verbales, hein. On en a sélectionné quelques-unes autour de cette personnalité d'Emmanuel Macron. On voit bien notamment ce mot d'ordre, Macron démission dans les manifestations. Oui, mais d'une certaine manière, au-delà de la politique de communication qui, à l'évidence, a été désastreuse ces derniers jours, mais au-delà de ça, l'image qui lui colle à la peau est finalement relativement justifiée. Il est vrai qu'on a eu un gouvernement qui a plutôt fait une politique favorable aux classes supérieures, aux riches. Il est vrai qu'on a un gouvernement qui n'écoute pas beaucoup. On est vrai aussi, il faut l'ajouter, qu'on a un gouvernement qui propose des lois souvent mal ficelées, très vite faites sur plein de domaines. Et puis on a une personne qui incarne quelque part un milieu social très loin des réalités, même de la grosse majorité de la population. Et ces petites phrases qui lui sortent sont assez naturelles. Et il est tout aussi naturel que les classes en question, qui se sentent très loin, méprisées, réagissent. Ceci dit, pour introduire tout de même une nuance avec ce que vous avez dit, il me semble qu'après avoir dit qu'il y avait des causes multiples, vous tendez à réduire tout à la demande de plus de justice sociale. Il me semble que le mouvement est plus pluriel et que du coup, ces dynamiques et ces développements ne sont pas aussi prédictibles que cela. J'ai dit que c'était une tendance qui était en train de se consolider, même si bien sûr, la crise de légitimité et de l'exercice du pouvoir, selon moi, est aussi au cœur de la protestation. C'est incontestable. Denis Barranger, on voit aussi qu'il y a la remise en cause des corps intermédiaires. Ils ont été systématiquement contournés depuis le début du quinquennat. Là, ça, c'est un handicap majeur pour trouver une solution à cette crise, à ce conflit social, pour le canaliser. Vous m'autorisez à dire un mot sur la Bien sûr. discussion précédente? Les propos de M. Macron ont peut-être joué un rôle d'étincelle. Ils ont dégoupillé la grenade. Je pense que derrière ça, il y a un problème structurel. Cette explosion-là, elle aurait pu arriver sous M. Hollande, voire sous M. Sarkozy. Et le problème structurel, c'est le problème de comment est-ce qu'on fait une politique écologique. Et je pense que la variable technocratique d'ajustement, c'est de le faire par la fiscalité, dans beaucoup de cas. Or là, il y a un moment où ça ne fonctionne pas. Et où on voit qu'une politique écologique de fin du monde rencontre un problème de pouvoir d'achat de fin de mois. Je pense que là, il y a un souci. Et je pense qu'au fond, c'est le même logiciel, pour simplifier, technocratique, qui a fonctionné sous toute la Ve République récente. Ça implose aujourd'hui. M. Macron en paye peut-être le prix parce qu'il apparaît plus libéral, plus arrogant, etc. Pourquoi ça bascule? C'est ça la question, Denis Barranger. Alors là, c'est votre question des pouvoirs intermédiaires. Le fait est que je crois que les syndicats ne se sont pas mis à jour, les partis politiques ne se sont pas mis à jour. On voit bien qu'ici, y compris le Rassemblement national ou la France insoumise sont un peu dépassés par les événements. C'est un phénomène. Ils sont mis en bloc, ils sont au système. Ils sont devenus le système. Un des effets de cette crise, c'est que les partis anti-système, maintenant, sont à l'intérieur du système pour les gilets jaunes. Moi, je pense que c'est une crise qui n'est pas mûre, pour parler le langage marxiste classique. Il y a un manque de maturité de cette crise-là. On ne sait pas où on en est. Peut-être que ça va s'arrêter. Peut-être qu'il va y avoir telle ou telle habileté politique, qu'il va y avoir un moratoire sur la fiscalité pétrolière, etc. Ça va apaiser les choses. Je pense que ça, même si maintenant ça n'explose pas, il faut continuer à regarder évoluer le système de démocratie représentative, parce que elle est à bien des niveaux. Moi, je pense qu'au moment où, par exemple, quand M. Sarkozy est arrivé au pouvoir, le Parti socialiste était complètement démoli. Ceux qui ont pris le relais en termes de contre-pouvoir, c'est les syndicats. Et ils l'ont fait relativement bien pendant 6 mois, 1 an. Actuellement, personne ne prend le relais, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, les solutions institutionnelles ne peuvent pas fonctionner, référendum, démission, tout ça, c'est pas adapté, donc je ne peux pas vous donner de réponse, je peux simplement dire que le constat n'est pas encore complètement mûr. Karine Marcé, un petit mot de conclusion sur ce qui vient d'être dit justement, et sur ces attentes des Français qui permettraient une sortie par le haut de la crise. Écoutez, si on avait la formule magique, en fait, je pense qu'effectivement, tout le monde l'aurait saisi. Je reviens à ce que je vous disais au début, effectivement cette demande en matière de pouvoir d'achat qui est extrêmement forte, et puis peut-être pour compléter ce qu'on a dit tous les quatre, effectivement la prise en compte du fait que malgré tout en France il y a un rejet anti-élite qui est extrêmement fort, et peut-être que M. Macron effectivement n'a pas mesuré que compte tenu de ce rejet anti-élite extrêmement fort, il faut faire extrêmement attention dans sa façon de s'exprimer. En revanche, voilà, comment sortir de cette affaire. Là, c'est vrai qu'il y a
clairement des gages en matière de pouvoir d'achat qui doivent être donnés. Mais voilà, c'est. Et on attend un peu difficile. des annonces de la part du Premier ministre et un débat au Parlement mercredi et jeudi. Merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. On va continuer les réactions avec vous, Tam Tranui, puisque vous êtes avec le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur. Oui, Jean-Pierre Sueur, demain à la commission des lois, dont vous faites partie, va auditionner Christophe Castaner et Laurent Nunez. Qu'allez-vous leur demander? Comment jugez-vous déjà leur gestion de la crise de samedi notamment? Nous allons leur demander des comptes, parce qu'il n'est pas possible que des parlementaires, que nous sommes, n'aient pas des questions à poser par rapport à ce qui a tourné une véritable émeute, avec toutes ces destructions, tous ces saccages à Paris. Il semble que cette manifestation n'ait pas du tout été encadrée comme il l'aurait fallu, que le service d'ordre n'a pas été suffisant et que des lieux stratégiques n'ont pas été surveillés comme il l'aurait fallu. Regardez, tout le monde est profondément choqué qu'il ait pu y avoir toutes ces inscriptions sur l'Arc de Triomphe, qu'on ait pu pénétrer, c'est une porte au sein de l'Arc de Triomphe pour tout saccager à l'intérieur. Ce sont des choses qui n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a urgence à réagir, il ne faut pas d'acte 4 samedi soir prochain. Pas du tout, aussi. mais si vous voulez, j'ai entendu les responsables des syndicats de policiers. Permettez-moi de rendre hommage aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs-pompiers qui ont fait un travail considérable. Vous savez, quand il y a eu les attentats en France, on les a applaudis. Mais je crois qu'il faut leur dire tout notre respect. Mais ils ont payé un lourd tribut. Et ce que disent les représentants des policiers, c'est que ce n'était pas organisé comme il l'aurait fallu sur le plan stratégique et sur le plan des effectifs. Donc notre rôle de parlementaire, c'est de contrôler le gouvernement et nous allons poser de très nombreuses questions et demander beaucoup de choses. Maintenant, votre question, elle est claire. Est-ce qu'on s'en sortira uniquement avec des mesures relatives à la sécurité? Bien sûr, il faut rétablir la sécurité. Mais il faut que le président parle. Il faut que le président de la République réponde. Qu'est-ce que vous voulez? Il a fait un grand discours la semaine dernière, mais la grande masse des gilets jaunes, des gens qui manifestent, n'ont pas du tout compris que c'était une réponse à ce qu'ils attendaient. Donc il faut des mesures très concrètes. Le groupe socialiste auquel j'appartiens a publié ce matin une proposition de loi avec 8 articles, c'est très clair. Il me semble que si ces dispositions, on remet l'ISF, on supprime cette taxe nouvelle, on augmente le champ d'application de la subvention pour les économies d'énergie, etc., si on annonçait des choses comme ça, ça aurait un effet très bénéfique. Donc moi, comme j'aime mon pays, et comme je pense qu'il est dans une crise profonde, je voudrais vraiment, et je le dis sur votre antenne, que le président de la République annonce ces mesures dans les plus brefs délais. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous pour votre réaction. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction en direct. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans le département du Nord, terre d'élection du sénateur LR, Marc-Philippe Daubresse. Vous allez le voir, il se bat depuis plusieurs années contre un projet d'agrandissement d'une usine qui pourrait mettre en péril la préservation de l'espace naturel de la rivière le Lys. C'est un reportage de Sandra Cerquera. En septembre dernier, des flammes sortaient de la cheminée de cette usine de frites surgelées, située à la frontière avec la Belgique, à une quinzaine de kilomètres de Lille. Après le dépôt de plainte d'un habitant, une enquête a été ouverte. Depuis son installation en 2007, l'usine fait beaucoup parler d'elle et inquiète les riverains. Les odeurs, le bruit, les rejets dans la rivière, on a tout, les matières grasses sur nos fenêtres, sur nos voitures. Des nuisances environnementales aussi, dénoncées par le maire de Delémont, le village situé juste à côté, car l'usine rejette des effluents directement dans la rivière. Les prélèvements réalisés attestent d'une mauvaise qualité de l'eau, avec des conséquences sur la faune et la flore. Sur un espace qui aujourd'hui est un espace agricole, naturel protégé, inondable et inondé tous les hivers. Donc venant capter la montée des eaux à une époque en général début du printemps. Si on vient donc imperméabiliser cet espace, c'est la commune de Lémont qui va en subir les conséquences. L'usine Clarbou Potatoes a pour projet de s'agrandir et de construire une plateforme portuaire de 2 hectares au bord du canal.
400 camions pourraient y circuler chaque jour. La plateforme se situerait à 200 mètres du village. Inacceptable pour le maire, il a décidé de faire appel à Marc-Philippe Daubresse pour tenter de bloquer le projet. Alors que le quai, il est là, juste en face. On arrive en Belgique. Le sénateur dénonce lui aussi les nuisances liées à l'extension de l'entreprise, qui jusque-là a été validée par les autorités belges. Moi, depuis 20 ans, en charge de l'aménagement et de l'urbanisme, j'ai sanctuarisé ce secteur le long des berges de la rivière parce qu'on a des inondations énormes. D'ailleurs, l'État nous demande de prévenir les inondations. Donc tout ce que vous avez côté français, ce sont des prairies humides, ce sont des zones naturelles protégées. Tout le monde parle avec les gilets jaunes des gaz à effet de serre en ce moment. Bon, on a une occasion rêvée dans des grandes agglomérations de faire moins 20% de gaz à effet de serre, ce qui est l'objectif que tout le monde devrait se fixer. Ici, côté français, nous mettons en œuvre toutes les politiques pour y arriver et ça prend 10-15 ans pour arriver à la belle réussite qu'on a eue côté français. À la mairie de Delémont, le sénateur retrouve les élus des communes impactées. Tous sont d'accord, ce dossier est un cas pratique des difficultés de mise en œuvre de la transition écologique. C'est vraiment un cas d'école parce qu'on voit ce qu'on fait comme ravage dans la nature pour pouvoir installer un système, je veux dire un gros mot, mais productiviste et assez concentrationnaire. Parce que qu'est-ce qu'on produit là? De la malbouffe et donc des problèmes de santé à moyen et long terme, des problèmes sur la façon dont les pommes de terre sont cultivées. Et puis un endroit où on va faire venir des pommes de terre de Pologne, ce qui va faire crever nos agriculteurs à côté. Et ce projet d'agrandissement de l'usine est un dossier transfrontalier, ce qui ajoute des difficultés. Et pose aussi la question de l'incohérence de l'utilisation des fonds européens. Parce que c'est le même FEDER, le Fonds de développement régional. C'est-à-dire que les fonds structurels européens sont gérés bien sûr par la Commission de Bruxelles avec des commissaires et des contrôles, mais c'est le même fonds. Donc on peut pas comprendre qu'on autorise un projet de préservation de l'environnement avec des prairies humides et qu'on autorise juste en face un projet qui va détruire les prairies humides. C'est complètement incohérent. Ils attendent beaucoup de leurs homologues belges, car la région wallonne, qui jusque-là a autorisé la plateforme, pourrait revenir sur sa décision et déposer un recours. Un espoir pour ces élus. Bonsoir Marc-Philippe Daubresse, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. On le voit bien à travers ce reportage qui illustre les contradictions entre les besoins économiques et les intérêts écologiques. C'est un débat d'actualité. Est-ce que les deux objectifs sont toujours inconciliables? Non, moi je pense que les objectifs sont tout à fait compatibles. Et d'ailleurs, nous mettons en œuvre ce qu'on appelle des schémas de cohérence territoriale, cohérence, et nous mettons en œuvre des plans locaux d'urbanisme qui sont basés sur des logiques de développement, logement, développement économique d'un côté, et en même temps, des logiques beaucoup plus draconiennes qu'avant de préservation de l'environnement. Et on y arrive. Et on fait des documents pour ça, et on réalise sur le terrain des actions qui permettent justement de mettre en œuvre ce qu'on appelle la fameuse transition écologique qui va prendre 20 ans, soyons réalistes. Mais quand vous avez de l'autre côté de la frontière, et ça vous renvoie au débat des élections européennes, vous avez une couture qui ne se fait pas. Alors qu'on se concerte. Moi, j'étais en charge de ça depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs réunions de concertation avec nos collègues belges. Et pour ce qui concerne ce secteur, qui est une enclave wallonne en zone flamande, ce qui est encore très compliqué chez les Belges, eh bien, on arrive à une incohérence totale. On a l'impression qu'on va les voir, on leur explique ce qu'on veut faire, ils nous écoutent avec un grand sourire. Et puis, eux, ils ne nous disent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et en 15 jours, ils démolissent tout ce qu'on a fait. Or, la pollution, elle ne s'arrête pas au milieu de la frontière. Ça interroge aussi sur la question, et ça a été évoqué par Sandra Cerquera, de l'utilisation de ces fonds européens, FEDER. Il y a aussi des intérêts contradictoires. Oui, ce que je viens d'expliquer. Le même fonds européen de développement finance une infrastructure portuaire polluante, en plus, très polluante, qui est juste en face d'une réserve de préservation de l'environnement et de protection des inondations, financé par le même fonds FEDER. Ça veut dire qu'à Bruxelles, les fonctionnaires qui contrôlent ça sont complètement incohérents. C'est pas possible, si vous voulez. On a vu les élus qui parfois se sentent un peu démunis, impuissants. Oui. Vous, en tant que parlementaire, que pouvez-vous faire justement pour bloquer ce projet? Moi, j'ai eu la chance d'avoir été pendant 25 ans leur député, donc j'ai beaucoup travaillé avec eux. On se connaît très bien, on travaille ensemble. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau de la France. D'ailleurs, le préfet de la région Hauts-de-France a fait à mémoire tout à fait dans notre sens, très argumenté. Maintenant, notre problème, c'est un problème transnational. On a pourtant fait voter
Pierre Monroy ici au Sénat et moi à l'Assemblée nationale à l'époque, ce qu'on appelle un district transfrontalier qui nous permet d'agir sans passer par les traités internationaux, et on n'arrive pas à régler ce problème. Et donc, il faut évidemment, à ce moment-là, faire un peu de communication nationale pour expliquer que ce problème est un cas d'école qui peut se reproduire un peu partout. Et c'est par des incompréhensions de ce type, et parce qu'à un moment donné, la population française se dit les politiques sont impuissants à régler nos problèmes, qu'on aboutit parfois à des explosions de violence comme celle que l'on connaît en ce moment à Paris et en province. Bien, merci. Merci à vous, Marc-Philippe Daubresse, d'être venu sur ce plateau pour parler de ce projet contre lequel vous vous battez, je l'ai rappelé, depuis plusieurs années. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi, qui va revenir, bien entendu, à travers une édition spéciale sur cette crise des Gilets jaunes. Bonne suite des programmes à tous sur Public Sénat.